Bonjour à tous, bienvenue à notre compagnie pour un nouveau numéro de Parlons Carcassonne 13 en direct du siège du club, en présence d'Alexis Escamilla, le capitaine de l'équipe Super 13 de Carcassonne, auteur d'un magnifique début de saison, du fidèle Fabien Darol, le président d'EPSO, partenaire majeur de Carcassonne 13, et de Mika Simon, l'entraîneur d'I19 aux côtés de Jean-François Albert. En fin d'émission, Rémi Bertrand nous fera le plaisir de nous rejoindre pour nous informer d'une action de solidarité en faveur des vignerons des Corbières victimes de l'incendie du mois d'août, et nous parler également d'Octobre Rose. Bonsoir messieurs, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Bonsoir. Bonsoir. Mika, le problème que peuvent rencontrer les U19, c'est justement qu'il y a des changements d'âge, et donc pour avoir une stabilité effective, c'est assez compliqué. Donc au regard de l'effectif que vous avez cette année, je crois que vous aviez 28 joueurs, je ne sais pas si c'est toujours le cas ou s'il en est arrivé d'autres. Ça se répartit comment à peu près? Par rapport à l'effectif de l'an passé, il y en a combien qui ont renouvelé cette année, qui sont encore U19 cette année? Alors l'année dernière, on a eu 10 juniors 3 qui sont passés soit en élite ou dans différents clubs, enfin, différentes orientations. Et c'est à peu près le nombre que l'on a récupéré, voire un petit peu plus cette année. Donc on a un petit peu élargi notre effectif. Combien de premières années ça fait donc à peu près qui montent une du bonne U19, des dizaine, U17 pardon. Ouais, 10 et un petit peu plus parce qu'on a encore des joueurs qui ne savaient pas trop l'année dernière après leur fin de saison s'ils allaient continuer ou arrêter. Et au fur et à mesure, on en récupère un par-ci, un par-là. Et voilà, la rentrée de septembre est passée. Ça finit par faire. Ils sentent qu'ils ont envie de revenir sur les terrains et s'amuser avec leurs anciens coéquipiers. Donc, je dirais entre 10, 12, voire un petit peu plus de juniors première année dans notre effectif. 28, c'est quand même un effectif qu'on avait rarement à cette époque-ci, en début de saison comme ça. C'était toujours un peu plus compliqué. Ouais, on ne se plaint pas avec Jean-François, avec qui je suis co-entraîneur depuis, c'est la 3e saison. C'est la première année où on a un effectif aussi élargi sur le début de saison. Et pour nous, c'est un cadre de travail qui est très confortable, très agréable. Alors, on se retrouve le vendredi soir à faire des entraînements d'avant-match où on peut même mettre un petit peu d'opposition et travailler vraiment sur des scénarios qui peuvent nous arriver le week-end. Donc, c'est très agréable. Et même, hormis ça, en semaine, quand nos jeunes joueurs qui sont stagiairisés s'entraînent avec la une, on arrive quand même à avoir une qualité de groupe et de travail confortable pour que tout le monde puisse progresser. Ce qui n'était pas toujours le cas les années Ce qui n'était pas le cas les années précédentes où on était généralement en infériorité numérique. Combien de pensionnaires du Pôle Espoir ou du CREPS? Je ne saurais pas te dire le nombre exact, mais c'est un bon vivier beaucoup de juniors première année sont issus du Pôle et du CREPS. Donc ce sont des garçons qui sont dans une structure d'entraînement assez intense. Et nous, on doit aussi, avec ça, un peu dealer par rapport à notre structure d'entraînement. C'est-à-dire qu'on sait qu'ils s'entraînent l'après-midi généralement avec le Pôle ou avec le CREPS. Donc, ils ont déjà une charge de travail. Et quand on se retrouve le mardi, le jeudi et le vendredi soir ensemble, on fait aussi un check-up de ce qu'ils ont eu fait dans la semaine ou dans la journée pour pas non plus les surcharger au niveau de l'entraînement. Ouais, ça leur fait quand même de belles semaines, ça. Ça leur fait de belles semaines. Mais après, c'est l'âge quand même où ils sont en plein développement physique. Et c'est l'âge où il faut un petit peu pousser. Bon, ils ont quand même des journées de récupération. Mais la charge de travail chez un jeune n'est pas la même que chez un joueur équipier premier passé la trentaine. Oui. La présence de Florent Tost au sein du staff de l'équipe élite a peut-être aussi suscité un petit engouement au niveau du pôle, comme il le côtoie pratiquement. Moi, je pense que c'est une réelle plus-value. Ça crée une passerelle qui peut être aussi assez importante. Je pense que c'est une réelle plus-value pour le club d'avoir récupéré Florent Tost parce que voilà, c'est un garçon passionné qui a sa vision des choses. Et passionnant. Et passionnant, ouais, tout à fait. Et donc, du coup, on sait que les jeunes, en semaine, sont super bien encadrés. Et c'est nous qui en bénéficient. Enfin, eux en bénéficient les premiers, mais nous également en tant que staff, parce qu'ils ont déjà un bagage technique assez conséquent. Émir Walid Bourekba donc, est venu rejoindre le staff en qualité de préparateur physique.
C'était peut-être un petit bémol qu'il y avait dans la préparation antérieurement, ce côté physique, parce enfin, il n'y avait personne qui le faisait réellement en direct, ou il travaillait éventuellement avec Quentin Raghini. Alors, c'est vrai, c'était une demande. Enfin, moi, c'est quelque chose pour laquelle je poussais. Je pense que c'est primordial en U19 d'avoir un préparateur physique directement dans l'effectif, enfin, dans le staff. Oui, oui. Étant donné que, hormis la partie préparation, la partie échauffement ou les différentes stations qu'on va mettre au moment de l'entraînement, que ce soit la partie physique ou vitesse, ou tout ce que le préparateur physique doit faire, ben, il faut que ce soit quelqu'un de qualifié pour le faire. Et ensuite, à côté de ça, il y a également les joueurs qui se retrouvent non sélectionnés ou blessés et qui doivent suivre un protocole de réathlétisation. Et jusqu'à maintenant, ben, nos joueurs blessés se dispensaient de venir à l'entraînement de par le manque, on va dire, de moyens. Et au jour d'aujourd'hui, plus personne n'a aucune excuse. Il fait également le suivi en salle de musculation. Et donc, ça nous allège confortablement à Jean-François et moi, parce qu'on sait que les joueurs sont pris en main, travaillent, même s'ils ne sont pas directement sur le bord du terrain. Et nous, du coup, on n'a qu'à s'occuper, on va dire, de la partie coaching et management de l'équipe. À ce niveau de la saison, déjà, vous sentez quelque chose de plus performant que l'an passé dans ce domaine-là? Mais en termes d'organisation, c'est beaucoup plus confortable, ça c'est certain. Je pense qu'on est encore à un stade de la compétition où c'est peut-être trop tôt pour en parler. Mais voilà, Walid fait bien son travail, il encadre bien les jeunes. Ça nous fait une personne de plus dans le staff, ça fait une personne de plus sur qui les jeunes aussi peuvent s'appuyer, parce que des fois, ben, voilà, on est deux entraîneurs, mais des fois, un jeune va avoir plus de facilité pour parler à l'un qu'à l'autre, ou le préparateur physique. Donc du coup, tout est très bien réparti. Et c'est comme je disais tout à l'heure, à cet âge-là, il faut cravacher, parce que nous, le but essentiel, c'est vraiment ben, les joueurs de demain, voir les joueurs qui vont se différencier sur leur époque junior 1, enfin U19 première année, seconde année. Et voilà, cette charge de travail à mener en plus avec un préparateur physique, eh bien, on va voir les joueurs qui vont se différencier dans ce moule-là. Justement, j'allais vous poser la question de quels étaient les objectifs pour l'U19, mais votre objectif premier depuis plusieurs saisons, enfin, depuis que vous êtes là, notamment avec Jean-François, c'est surtout de faire progresser les garçons pour en faire un jour des joueurs de Super 13. La politique est la même, l'état d'esprit est le même. Mais il n'y a pas un peu plus d'ambition sportivement parlant, il y a au niveau des résultats. Voilà. Ça fait 2 années consécutives qu'on arrive quand même sur les phases finales. Je pense qu'avec le groupe que l'on a cette année, on peut viser un petit peu plus haut. Voilà, donc décrocher une finale, ça serait super pour le club, ça serait super pour eux et pour nous aussi. Donc je pense qu'on va travailler pour que sportivement, on soit vraiment sur le haut du tableau, parce que voilà, il faut aller chercher aussi la compétitivité, et ces résultats en font partie. Ouais. Fabien, pour ceux qui ne connaissent pas encore EPSO, on va faire un petit peu d'historique de votre société. Donc, hein. C'est une société, EPSO Multiservice a été créée en 2016. Au départ, c'était une association avec Espace de Propreté, une société implantée à Toulon, qui était implantée depuis 1998. Et quelles étaient vos motivations quand vous avez créé cette société? Alors, la motivation, tout d'abord, c'est que... Pourquoi ce secteur? Alors moi, je travaille dans ce secteur depuis les années fin 90. Fin 90 à 98, je suis rentré un peu par hasard dans ce métier-là. J'ai travaillé au national et international dans un groupe qui a évolué, qui est devenu un des leaders français. Et je me suis occupé de filière internationale, et en 2012, j'ai quitté ce groupe et j'ai accompagné les entreprises, que ce soit à l'étranger ou en France, et notamment Espace de Propreté basé à Toulon. D'accord. Et en 2015, j'ai souhaité revenir en France, et donc ils m'ont proposé de m'associer avec eux et de créer Espace de Propreté Sud-Ouest, qu'on a siglé EPSO, en 2016. EPSO qui est devenu une entreprise à mission en 2023. C'est ça. Qu'est-ce qu'on entend par entreprise de mission?
Alors, si vous voulez, la principale motivation de revenir dans ce métier-là et de créer EPSO, c'était d'avoir un impact positif et de permettre à des gens, quelle que soit l'origine, la nationalité, la religion, le handicap ou pas, etc., de pouvoir travailler, d'une part, de créer de l'employabilité sur la région et de leur permettre de grandir et d'évoluer au sein de l'entreprise. Et c'est vrai que très rapidement, on nous a proposé ou suggéré de devenir entreprise à mission, puisque le but d'une entreprise à mission, c'est de mesurer l'impact qu'on peut avoir tant sur nos salariés que sur la société en général. Et donc, dès 2022, on a travaillé tous ensemble au sein de la société, avec des clients aussi, des fournisseurs, pour se transformer en entreprise à mission. Voilà, puisque en fait, c'est la recherche, c'est le bien-être des salariés et des clients. Alors c'est effectivement vers ça qu'il faut tendre. C'est pas forcément le bien-être. Bien sûr, on travaille sur la qualité du travail, professionnel, mais c'est quel est l'impact au niveau social, sociétal, environnemental. Donc pour nos salariés, mais aussi pour nos clients et fournisseurs, et sur la société en général. Est-ce qu'on a un impact positif ou pas? Alors, il y a des impacts négatifs et qu'on essaie de réduire, notamment l'impact carbone, etc. Et tous les impacts positifs qu'on essaie d'accentuer. Et surtout qu'on mesure. Voilà. Ce qu'on n'est pas habitué à l'entreprise, on mesure l'impact. On mesure plutôt la performance et pas forcément l'impact. Les domaines d'intervention d'EPSO, si vous voulez le rappeler, bon, ils sont multiples puisque c'est multi-service. Oui, c'est multi-service. Le métier principal, c'est quand même la propreté. Donc, on travaille dans le milieu de la propreté dans tous les secteurs d'activité, de l'industrie, en passant par la santé, par tous les secteurs, partout où il y a une activité humaine, on peut intervenir. Donc, c'est quelquefois très technique ou moins. Et ensuite, c'est tous les services associés. Oui, c'est très large. Mais ça a été notre volonté parce que ça donne plus de ponts pour pouvoir faire évoluer les gens en passant d'un métier à l'autre. Et ensuite, les métiers qui sont connexes au bâtiment, c'est-à-dire les espaces verts, l'entretien de piscine et tout ce qui est petits travaux du bâtiment. À ce jour, 400 salariés 420 salariés, exactement. 420 salariés. Sur combien de sites? On a environ un peu plus de 500 sites avec 350 clients. D'accord. Sur l'Occitanie. Vous êtes le leader régional maintenant en la matière? Non, pas encore. Non, il y a encore on souhaite devenir le leader régional, que ce soit en termes de taille, mais surtout en termes d'exemplarité. Oui. Voilà. De qualité de service. De qualité de service aussi, bien sûr. Alexis, bonjour, c'est toujours un grand plaisir de vous recevoir. Déjà partagé. Ce début de saison, fabuleux. Ouais, le début 3 de matchs, saison. 7 essais. Ouais, je vais plus parler du coup de l'équipe, on va dire 3 matchs et 3 victoires. C'était l'objectif qu'on s'était donné. Enfin, l'objectif qu'on s'est donné, c'est 4 matchs sur la première phase et 4 victoires. Donc, on a fait 3 sur 3. Ce week-end, il y a le derby qui arrive. Donc, voilà, on est 3/4 de notre objectif. Et voilà, on a encore une semaine pour pouvoir préparer ça. Mais oui, le début de saison est satisfaisant. On ramène une victoire de Pia, là où tout le monde, je pense, n'ira pas gagner. Tout à fait. Et ensuite, on a enchaîné à Saint-Gaudens avec un match un peu plus laborieux, surtout en première mi-temps. Et ensuite, aller gagner à Villeneuve-sur-Lot. Là aussi, déplacement en général assez compliqué. Oui. Là, ça nous a bien réussi. Ils étaient un petit peu affaiblis, on en a profité. Et donc voilà, donc début de saison assez intéressant. Mais comme on le sait, il faut continuer et pouvoir surtout progresser individuellement et collectivement. Bon, le capitaine met toujours l'équipe en avant, mais je vais vous faire revenir sur votre prestation individuelle. Donc, sur ces 2 triplés en 3 matchs, c'est quand même quelque chose. Dans votre carrière, ça vous est arrivé? Non, de commencer comme ça, je pense pas sur 3 matchs. Après, voilà, on sait qu'on a une équipe offensive. On parlait de Florent Tost du coup précédemment. C'est vrai que cette arrivée aussi au sein du coaching, je pense, nous fait du bien. Donc collectivement, c'est vrai que après on a cet avantage de conserver un effectif quand même stable avec la charnière, avec les postes on va dire clés, avec la colonne vertébrale, que ce soit Morgan Escarré sur l'arrière, les demi, les talonneurs. Donc c'est vrai que l'équipe se trouve plus facilement, contrairement peut-être à certaines équipes où effectivement ils ont un effectif un peu moins stable sur des postes clés. Donc nous on a cet avantage-là, on en profite. On a marqué, ça m'a réussi, tant mieux, mais comme on disait, il y a pas mal de joueurs de derrière qui ont marqué, que ça soit Germain, que ça soit Georgie. Donc ça prouve qu'on a un jeu offensif qui est assez en place, on va dire. Est-ce que vous avez subi une préparation spécifique par rapport aux autres années, du fait que Florence soit arrivé, peut-être? Est-ce qu'il apporte une touche
Différentes, pas forcément, puisque après sur la partie physique, c'est plus Quentin Raghini qui s'en occupe, qui était là les années précédentes. Mais après, c'est vrai que dans le discours, il a amené un discours nouveau. Je pense on en avait besoin. Ça nous a fait du bien. Et ce discours nouveau, peut-être, nous a donné effectivement un nouvel élan. Euh, C'était compliqué peut-être de passer après, effectivement, après cette finale perdue, d'arriver Elle se régénérer un peu. à se régénérer, effectivement. Donc le discours nous a fait du bien et je pense qu'on est tous arrivés avec la banane et l'envie de faire mieux. Donc l'intersaison s'est très bien passée et ça s'ouvre sur les résultats. D'ailleurs, le responsable à haute performance va être très satisfait Oui. de votre début de saison. 3 matchs, 3 victoires, bon, même si une était un peu plus difficile que les Oui, autres. oui. Donc, Mika, nous allons maintenant revenir aux 3 premières journées de compétition, donc aux 3 premiers matchs qu'a livré votre équipe. Donc, le premier, c'était à Pia. Votre équipe menait à la mi-temps, c'est ça. Et ils se sont fait reprendre sur la fin, sur un score assez étroit, puisque c'était 34-26. Un match qui aurait pu, pareil, basculer de votre côté. Qu'est-ce qu'il a manqué ce jour-là? Mais à Pia, c'était la première journée de championnat. Tout à fait. Comme je disais précédemment, on a démarré l'intersaison un petit peu tardivement. Et on a des joueurs qui sont stagiairisés, qui ont fait toute l'intersaison avec l'équipe 1. Du coup, on s'est retrouvé peut-être sur 3 séances maximum où on a pu travailler réellement sur du collectif et sur notre plan de jeu, ce qui faisait très court en termes de préparation. C'était une équipe qui était totalement à notre portée. Et des fois, voilà, il manque d'organisation au niveau des meneurs, il manque de stabilité, de structure à certains moments. Un effectif Et renouvelé quand même aussi. Donc, voilà, tout à fait. Bon, mais voilà, on apprend de ça. On a su bien réagir le week-end après contre Saint-Gaudens, surtout sur la deuxième mi-temps, parce que la oui, première mi-temps, mi-temps 10 n'était à 10. pas, Hein. la première mi-temps n'était pas faramineuse, alors qu'on sentait C'était un que. peu comme le Ouais. Super 13. Et pour faire le point sur le dernier match, sur le déplacement à Villeneuve, à nouveau, on est mené 4-0 à la mi-temps. Ensuite, on prend un essai en début de seconde mi-temps. Et puis, on arrive quand même à revenir, puisqu'on mène 16-10. 60e, comme j'en parlais tout à l'heure, Villeneuve prend un carton rouge. Tout le scénario est ouvert pour Ouais, nous. ouais. Et à nouveau, on confond vitesse-précipitation, on ne fait pas les bons choix, on fait des fautes. Villeneuve chez eux, galvanisé un petit peu devant, jouer à la maison, nous marque 3 essais consécutifs et on laisse passer la victoire. On est à un match sur 3. Je pense que c'était 3 matchs qui étaient réellement à notre portée et qui nous auraient fait du bien. Ensuite, comme je disais, on a un effectif assez large et nous, on ne ment pas aux jeunes. On s'est Vous dit faites d'entrée, tourner. Enfin, on voulait voir tout le monde. voilà, ouais. On veut voir tout le monde. On n'a jamais joué avec la même charnière, on n'a jamais joué avec les mêmes 3 quarts. Et on doit dealer avec tout ça. On a fait ce que l'on avait promis aux jeunes. Et maintenant, pour nous et dans nos têtes, on va aller chercher ce côté compétition, amener un petit peu plus de structure parce que je pense que ces jeunes en ont besoin. Et on va continuer à travailler. Tout le monde est dans le projet. Donc, Vous voilà, sentez espérant. qu'au niveau de l'investissement, qu'il y a une progression, peut-être pas par rapport aux Totalement. années passées? Totalement. Les joueurs, on ne se ment pas. Il n'y a pas de. Il y a de l'investissement sur le terrain et en dehors, et que ce soit dans la préparation, et ça, on le ressent. Donc, on est totalement satisfait par rapport à ça. Après, ce sont des jeunes joueurs. Il faut qu'ils comprennent bien la distinction entre être U17 et passer, on va dire, pas réserve de l'élite, mais c'est l'antichambre. Et dès leur première année, c'est ce qu'ils doivent viser. Ouais. Et donc, du coup, mentalement et physiquement, ils ont encore ça à passer. Et c'est plus comme les années précédentes, le manque un petit peu de compétition. Cette année, on a 2 équipes supplémentaires qui sont Salon et Toulouse, donc ça va faire quand même très peu de week-ends de repos. C'est pas une mauvaise chose. Ils sont à un âge où ils sont en plein développement. En première année, on a tendance, suivant les gabarits et la morphologie, il y en a qui ont tendance à plus se développer que d'autres, mais ça les expose aussi à certaines blessures sur certains.
Donc voilà, il faut que tout se passe naturellement et c'est à nous de les mener du mieux possible pour que la mayonnaise prenne, que tout le monde sache que l'on va dans la même direction et ensuite c'est à nous en tant qu'entraîneurs de les faire performer. Mais il y a des fois ce qui se passe sur le terrain, malheureusement ce n'est pas de notre ressort, mais ça fait partie de l'apprentissage et voilà. Quels sont les axes de travail sur lesquels vous allez mettre l'accent là, dans les prochaines semaines? Surtout notre organisation, quand on est dans le cas adverse, la façon dont on veut finir avec le ballon. Je leur parle souvent du 5e et dernier tenu qui est primordial dans notre sport. Les phases de transition également qui sont relativement importantes. Et là, actuellement, on a simplement besoin de plus de stabilité au niveau de notre charnière, talonneur, arrière. Et ensuite, voilà, simplement qu'ils intègrent ce qu'on leur demande en termes de plan de jeu, en termes de structure. Qui est une structure sans lettres, parce que dans notre philosophie, on veut laisser quand même beaucoup de, beaucoup de liberté dans le jeu. Et de temps en temps, il faut qu'ils soient capables de voir ce qu'ils ont en face pour pouvoir jouer. Voilà, c'est surnombre, c'est sous-nombre, c'est après des tenues rapides, du support et comme je disais, préparer bien le jeu au pied et gagner la possession du terrain. Les préparer à ce qui Exactement. les attaquent. Tout ça, c'est des choses qu'ils savent, qu'ils voient, mais qui n'est pas encore réellement assimilé ou intégré. Donc voilà, c'est tout un travail, c'est tout un discours et c'est toute une philosophie pour qu'ils puissent y arriver. Donc voilà, ça arrivera. Après 3 journées, donc, il y a quand même une petite hiérarchie qui se dégage. Il y a 3 équipes qui n'ont pas encore perdu, donc les Catalans et Toulouse, j'allais dire, comme toujours. Et puis est venu se greffer Pia, bon, qui a peut-être eu un calendrier plus favorable, mais qui est un peu la surprise de ce début de saison. Ouais, tout à fait. Après 3 journées, c'est réellement, on va dire, tôt pour faire un bilan du championnat U19 parce que il peut y avoir des équipes qui vont se révéler un petit peu plus tard dans la saison. Je pense que comme tu dis, au niveau du calendrier des équipes que tu rencontres, c'est parfois plus favorable. Oui. Donc voilà, je pense que déjà fin octobre, mi-novembre, on verra où en sont un petit peu les équipes jusqu'à la trêve. Et à quel niveau dans la hiérarchie vous situez votre équipe, justement? Ah, écoutez, comme je disais, on veut être dans le top 3, top 4. Si on veut faire une donc finale, là, actuellement, on n'est pas réellement là où on souhaiterait être, mais c'était pas, je vais dire, une volonté de notre part parce qu'on joue pour gagner, mais on espérait de meilleurs résultats. Et ce qui est certain, c'est qu'on va aller accrocher on veut aller accrocher les grosses équipes, et c'est ces matchs-là qui sont importants, et c'est ces matchs-là dans lesquels il faut que les jeunes y prennent du plaisir. C'est là que ça progresse aussi. Exactement. Fabien, vous avez déclaré « Notre métier, notre entreprise n'ont aucune valeur sans nos agents qui interviennent chaque jour chez nos clients et sont de ce fait au plus près de leur attente. C'est en faisant s'exprimer les talents de chacun que nous développons nos performances collectives d'aujourd'hui et de demain. » Est-ce que c'est le même discours que tu as? C'est exactement ça. C'est la raison pour laquelle on se retrouve beaucoup dans les valeurs du rugby en général, mais plus particulièrement dans les valeurs de Carcassonne 13. Où effectivement, on essaie tout un chacun de faire exprimer les talents et c'est comme ça que le collectif avance. Et je dis toujours chez EPSO, c'est comme rugby, il n'y a pas de vedette. Il y a un collectif et chaque composite est important. Et ça colle un peu d'ailleurs ce propos avec le parcours de votre collaboratrice Amandine Leroy, là, qui était chef d'équipe propreté sur multisite dans un premier temps et qui depuis le 1er janvier est responsable du secteur Carcassonne. Tout à fait. Donc c'est un bel exemple d'évolution, je pense, que vous évoquiez. Il y a plein de beaux exemples dans l'entreprise. C'est vrai dans le métier en général, mais c'est ce qu'on essaie d'accentuer, de développer chez EPSO. Depuis le début d'année, j'ai un ancien collaborateur qui nous a rejoint, monsieur Yohan Bayrou, qui est devenu mon associé, puisqu'il est rentré au capital, qui est directeur général. Et pour la petite histoire, on s'est connus en 2000. Il est agent de service. Et il a grimpé, tout comme moi d'ailleurs, dans notre chez notre précédent employeur, et il était directeur général d'une partie de la France. Donc tout est possible. Chacun ne devient pas directeur général, bien sûr, mais on fait en sorte que tout le monde puisse trouver sa place, s'épanouir. Ça entretient une motivation. C'est une motivation, c'est un objectif, et c'est vrai que l'entreprise à mission nous permet d'accentuer ça et d'entraîner le collectif une fois de plus dans ce projet commun.
Donc c'est intéressant. Vous avez également déclaré qu'Epso n'allait pas cesser de grandir. Qu'est-ce que vous entendiez par là? Je vous remercie pour cette question. EPSO ne va pas cesser de grandir, puisqu'effectivement notre ambition, on l'a souligné tout à l'heure, c'est quand même d'être, si ce n'est la plus grosse entreprise de la région, être le plus exemplaire possible, tant sur notre façon de travailler que sur le savoir-faire que sur le savoir-être, je veux dire, mais aussi en termes d'implantation géographique, parce qu'une fois de plus, ça permet à nos salariés d'évoluer, à nos clients de nous accompagner. Je tiens d'ailleurs à souligner qu'un client carcassonnais avec qui nous travaillons depuis plusieurs années nous a donné l'opportunité de l'accompagner au Pays Basque. Donc depuis cette année, nous sommes implantés au Pays Basque. Ah, ça y est, c'est fait? C'est fait. Voilà. D'accord. Et c'est vrai que c'est souvent nos clients qui nous permettent d'avancer, d'évoluer et de continuer à faire grandir l'entreprise. Parce que plus l'entreprise sera grande, plus ça donnera d'opportunités à tout un chacun d'évoluer à son sein. Je crois qu'au Pays Basque, vous aurez demandé une mutation par là. J'en ai déjà. J'en ai déjà. Mais c'est vrai aussi côté Méditerranée, puisque nous sommes déjà à Perpignan, mais on souhaite développer cet axe-là, tout l'arc méditerranéen. Alexis, nous avons évoqué tout à l'heure dans le début de saison, et avec cette rencontre gagnée à Pia, qui n'était pas facile, tout le monde n'y a pas s'imposer. Ensuite, bon, il y avait eu la première mi-temps difficile contre Saint-Gaudens avec la victoire au bout. Et à quoi vous aviez attribué ce début de match manqué quand même contre... Parce que ça vous arrivait des fois, ça, là, dans la saison, manquer comme ça. Ouais, je pense que inconsciemment, le fait d'avoir gagné à Pia, où il y a eu un gros combat, on est sorti de là avec une vraie satisfaction. Et je pense que la semaine qui a suivi, sur l'entraînement, on l'a senti un petit peu plus compliqué. Et on avait tous vu le résultat qu'avait fait Saint-Gaudens à la maison. Donc je pense qu'inconsciemment, on est mal rentré dans cette période. On a mal préparé ce match. On les a peut-être pris de haut. Est-ce qu'à l'échauffement, on voyait qu'ils étaient prêts à faire quelque chose? Ben, eux, forcément, quand vous faites un résultat, que vous prenez 40 points à la maison, je pense qu'on est tous un petit peu revanchards. Donc, eux sont venus avec cet envie-là. Et nous, on l'a pris peut-être un petit peu de haut. Et quand dans ce sport. Manque de respect un peu. Voilà, quand dans ce sport, on arrive un petit peu et qu'on met pas les ingrédients, ben, forcément, on est repris par la patrouille. Donc, voilà, la mi-temps nous a fait du bien. On s'est dit ce qu'il fallait dire. Et après, on a tous repris du bon pied, donc voilà, que ça nous serve de leçon pour les prochains matchs. Voilà, on est arrivé avec Villeneuve avec d'autres ambitions et on l'a vu sur le début de match, on a réussi effectivement à scorer de suite. Et eux justement ont eu quelques difficultés à se mettre un petit peu dans le match. Ils ont eu 2 blessés avec 2 commotions, donc 2 joueurs qui sont sortis assez prématurément. Donc du coup voilà, ça nous a permis nous de rentrer oui, j'avais assez facilement, de prendre le score exactement et de pouvoir gérer après. Un petit peu plus facilement et en ne laissant pas justement Villeneuve revenir en seconde mi-temps, puisqu'on sait que comme avec les juniors, c'est des équipes qui chez elles effectivement sont dures à manier. Donc voilà, on avait pour objectif en seconde mi-temps de gérer et de mettre un gros coup dans les 20 premières minutes pour pas les laisser effectivement revenir et espérer pouvoir faire un résultat contre eux. Ça a été la rencontre la plus aboutie des 3 quand même. Hein. Ouais, ça a été la rencontre la plus aboutie. Après, comme le disait Mika, le premier match, c'est toujours dur parce qu'on ne sait pas comment se situer, on ne sait pas à quoi s'attendre. Parce que Pierre avait pas mal renouvelé aussi. Exactement, donc il y a des nouveaux joueurs en face, on ne sait pas à quoi s'attendre, et même nous, que ça soit sur l'aspect défensif, voilà, ce qu'on peut travailler à l'entraînement et ce qu'on peut voir en match, c'est quand même assez différent. Donc, et puis le rythme aussi de cette rencontre-là. Donc c'est vrai que le premier match, c'est dur de se préparer. On en a tiré certaines conclusions, mais ça reste que le premier match. Donc c'est vrai que Villeneuve, on peut dire qu'après 3 matchs, effectivement, on a pu faire un état des lieux qu'on va refaire là. Mais on était assez serein après la victoire. Ça a été propre. Ouais, exactement. Là aussi, donc, au niveau de la hiérarchie, il y a 3 équipes qui semblent se détacher. Donc, Carcassonne, Albi, bon, c'est un peu comme chez les Catalans et Toulouse chez les U19. Et bon, ils sont fidèles au rendez-vous. Plus surprenant, Avignon qui a 3 victoires, dont la dernière à Lézignan, et avec la façon. C'est peut-être une surprise parce que, bon, ils n'ont pas un gros effectif. Bon, ils ont des jeunes de talent quand même. Ouais. Ouais, il y a toujours eu quand même en junior, il y a toujours eu de belles équipes. Il y a un entraîneur, je crois, étranger qui est arrivé. Ils attendent d'autres recrues. Donc effectivement, sur les premiers matchs, ils ont démontré
au niveau physiquement, être très prêt, peut-être plus préparé que certaines équipes qu'ils ont rencontrées, avec un jeu assez direct, où on a pu le voir, effectivement, ils ont mis en difficulté toutes les équipes qu'ils ont rencontrées. Donc ouais, c'est la bonne surprise. Après voilà, à voir effectivement s'ils ont la profondeur pour maintenir Voilà, ce sur la jeu-là durée. toute la saison, effectivement, surtout sur un jeu assez axé avec un jeu direct. Bon, Albi aussi, il y a pas eu pas mal de changements dans son effectif. Bon, on sent Ouais. qu'ils ne sont pas souverains comme ils l'ont été l'an dernier, peut-être Ouais, en après, fin ils de ont beaucoup saison. de joueurs, effectivement, qui n'ont pas repris, qui reprendront Voilà, au cours de la saison. Là, il y a certains joueurs qui sont arrivés. Il y a quelques joueurs étrangers, je pense, qui vont arriver. Ouais. Il y a qui n'a pas commencé non plus. Donc, voilà, c'est une équipe qui se construit, voilà, mais qui n'est pas effectivement à 100% de ses moyennes. Donc, Oui, chose que ne rencontre pas Carcassonne, qui a une stabilité effective quand même, qui lui permet de jouer la ouais, continuité. Bon, exactement. Nous manque 2 joueurs qui vont arriver, ouais. effectivement, pour le Fidjien, je sais pas, ça va dépendre des papiers de la préfecture. Et après, effectivement, pour Paul, ça dépend de son contrat, Ils effectivement, avaient qui est parlé de avec les décembre, Dragons. non? C'était Ouais, parlé de voilà, je crois décembre, qu'il est sous cette contrat encore jusqu'à fin novembre. Donc, effectivement, il peut pas s'entraîner, il peut pas jouer avec un autre club. Donc, il faudra attendre cette date-là. Donc, c'est vrai que nous, il nous reste 2 joueurs. Certaines équipes, effectivement, en recevront un petit peu plus. Donc, on revient sur cet effectif qui reste stable sur Carcassonne 13. Derrière ce trio, on retrouve les Ignam, bon, qui avait fait un bon début de saison aussi, avec 2 victoires, puis bon, qui s'est écroulé un petit peu contre Avignon, on vient de l'évoquer. Ensuite, Limoux, qui compte un match en moins et qui commence par contre déjà à avoir de nombreux blessés. C'est un peu ce qui les a frappés l'an dernier aussi. Hein. Ils ont été embêtés par les blessures toute la saison. Bon. Ils ont rajeuni les cadres aussi. Ouais, après, c'est vrai que bon, c'est que le début de saison, hein. Oui, oui. On le sait sur ce championnat-là. Ce qui sera important pour tous les clubs, hein, si on veut être sacré, c'est être bon dans le dernier carré, être dans les 6 premiers et après être bon sur les tours de Coupe de France. Donc voilà, c'est que le 3e match. Certaines équipes ne sont pas complètes. Donc voilà, il faut laisser à ces équipes le temps de se structurer, de recevoir les étrangers. Les Ignans a reçu qu'un étranger, mais il n'a pas encore fait une seule feuille de match. Donc voilà, on sait que l'apport des étrangers sur une équipe peut apporter une réelle plus-value. Après, avoir effectivement ces étrangers, souvent sont recrutés sur vidéo ou avec une carrière impressionnante. Mais après, voilà, il faut voir l'adaptation. Exactement tout ce qui est adaptation et l'envie que mettront ces joueurs à essayer d'élever leur équipe au plus haut niveau. C'est un peu le problème à Villefranche, je crois, actuellement. Hein. Villefranche qui a du mal. Ils avaient mieux attaqué l'an dernier, puisqu'ils avaient été la surprise au début de saison. Mais là, on dirait qu'ils ont des blessés aussi, déjà. Après, j'ai pas vu les matchs, mais effectivement... les scores sont assez parlants. Ils ont perdu beaux. notamment contre Toulouse, qui n'avait pas gagné toute la saison dernière. C'est quand même assez surprenant. En fin de classement, bon, donc on trouve Saint-Estève. Bon, c'est une équipe qui est plus tendre peut-être que ses devancières. C'est toujours des jeunes joueurs, mais ils sont encore peut-être un peu tendres. Ouais, c'est pareil. Je pense que c'est il n'y a pas trop de cadre. Un peu aussi avec Mika. C'est une équipe qui est très jeune, avec beaucoup de juniors qui montent, pas trop de cadres. Par contre, voilà, ils s'entraînent très dur. On sait que quand on va les rencontrer, voilà, c'est des équipes qui sont en place avec des jeunes effectivement qui veulent prouver, monter à l'étage au-dessus. Donc c'est vrai que c'est des équipes qui, une fois qu'elles auront un petit peu progressé, trouver la structure qui leur va bien, ça sera aussi toujours compliqué d'aller effectivement gagner chez eux. Donc voilà. Après, on sait qu'ils ont rarement des étrangers. Après, il faudra voir effectivement aussi avec les Dragons qui ont fini leur saison et l'apport des joueurs français ou non qui peuvent des fois redescendre pour pouvoir aider cette équipe-là. Et puis pour en terminer, Saint-Gaudens, bon, qui a eu un début de saison vraiment compliqué puisqu'ils ont perdu l'entraîneur quelques heures de l'ouverture de la saison. Exactement. Voilà, ils ont perdu, ils n'ont pas eu encore aussi leurs étrangers, je pense, pas tous. Non, pas tous. Après, voilà, ils ont joué à la maison contre Pierre. Ça a été quand même assez serré. Pierre s'est imposé sur la fin, donc voilà, des équipes toujours assez compliquées à manœuvrer, surtout chez eux. Fabien, quel sentiment vous a animé lors de la présentation officielle des maillots du U19 et du Super 13 à l'Hôtel de la Cité, puisque vous êtes le partenaire majeur des deux équipes? Un sentiment de fierté tout d'abord. On est très très fiers d'être sur le maillot des joueurs.
Et on se retrouve une fois de plus dans notre rôle, parce que notre rôle c'est aussi de nous investir dans la vie de la cité, c'est le cas de le dire, et d'être présent auprès des clubs, auprès des associations en tant qu'entreprise. On sait que les temps sont difficiles pour les entreprises et de plus en plus. J'espère que l'avenir me donnera tort. Et c'est vrai que les institutionnels qui accompagnent les clubs aussi ont de plus en plus de mal. Donc notre rôle est là. On le fait pour les associations, pour les clubs, mais c'est aussi pour nos collaborateurs, les enfants de nos collaborateurs qui aussi participent à tout ça. Donc je pense qu'on est là dans notre rôle et c'est vraiment une grande fierté d'être présent sur le maillot de Carcassonne 13. Donc le partenaire que vous êtes, est-il satisfait du début de saison des deux formations? Très enthousiaste, et j'en parlais tout à l'heure avec Mika. On a été très surpris lors du dernier match ici des U19 de voir ce jeu, parce que contre Saint-Gaudens c'était vraiment impressionnant. C'était la première fois que je les voyais de la saison et vraiment c'était très sympa. Et bon, l'équipe élite bien sûr Super 13, on se régale de tous les matchs, donc pourvu que ça dure. Hein. Donc vous étiez donc présent lors de la venue de Saint-Gaudens, vous avez même donné le coup d'envoi et on a pu voir que vous assimiliez un peu plus la technique. Petit à petit, ça vient, c'est Alexis qui me donne des cours. Et donc, à l'issue de ce match, on vous a vu dans les vestiaires, donc vous avez pris part à la petite fête organisée dans les vestiaires par les joueurs, là. Ça aussi, ça correspond un peu avec les valeurs que vous véhiculez, quoi, là. Totalement. C'est toujours un grand plaisir d'être associé à ces moments qui pourraient être réservés qu'à l'équipe et au staff. Et c'est très plaisant pour nous, pour les collaborateurs, d'être invités à participer à ces moments-là. Et surtout, on est très honoré aussi de l'intérêt que nous porte l'équipe et le staff. On est toujours très bien accueillis et on se sent faire partie du collectif. Vous nous aviez dit que par ailleurs, ça n'avait pas toujours été le cas. Je ne répondrai pas à cette question. D'accord. Alexis, dimanche donc, on va retrouver les Ignans pour le premier derby de la saison. Ouais. C'est le genre de match quand même que tous les joueurs veulent jouer. Oui, bien évidemment, on reçoit les Ignans, c'est le premier derby. On sait que voilà, il y a toujours une rivalité entre ces deux équipes. Voilà, d'autant plus que effectivement, les Ignans ayant perdu à la maison contre Avignon, je pense qu'ils vont passer une semaine assez compliquée. Ils savent que derrière ils viennent chez nous, où on a effectivement gagné 3 fois. Donc je pense que ils vont arriver assez revanchards de cette défaite chez eux, en travaillant effectivement ce qui n'a pas fonctionné. Donc forcément, c'est vrai que nous on s'attend à un gros combat qu'on va pouvoir préparer toute la semaine. Donc oui, tout le monde a envie d'être sur le pont pour être titulaire ou pour pouvoir être sur la feuille de match ce dimanche. Voilà, il y a un repas d'avant-match. On sait que voilà, c'est en général des affiches qui sont suivies, que ça soit au stade ou effectivement en rediffusion. Donc oui, tout le monde a envie d'être présent sur le terrain dimanche. Les Ignans donc viennent débuter sa saison avant de connaître cette mésaventure contre Avignon. Qui est encore, vous l'avez dit, il y a un étranger qui est arrivé, il y en a 2 qui arrivent apparemment cette semaine. Bon, il semblerait que peut-être il serait présent dimanche à Domecq. Ouais, je pense que... Mais est-ce que, très honnêtement, c'est une bonne chose de faire rentrer les garçons qui sont là depuis quelques trucs, qui connaissent pas les modes de vie, la compétition? Après, je suis pas le coach, de Les Ignans pour pouvoir... Non, mais sans parler de Les Ignans même, bon, mais... Ouais. Bon, après, je pense que ça dépend, chacun est, individuellement est complètement différent. Je sais que ça nous est arrivé des fois de faire jouer des personnes qui étaient arrivées sur la semaine. Après, je pense qu'il faut avoir le ressenti de ce joueur-là. Si effectivement il ressent une fatigue ou il ressent effectivement le besoin de pas jouer le match, je pense qu'il faut le dire. Après, tous les joueurs ont quand même envie de jouer quand ils savent que c'est un derby, mais après voilà, il faut consulter le joueur, faire le point avec le staff. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin effectivement de les faire jouer ou pas, d'aller chercher une densité physique ou pas. Donc ça appartient au choix des coachs, des présidents et du joueur concerné. Bon, après le joueur des fois, quand il est là, il se sent obligé de jouer même si. Ouais, voilà. Bon après, je pense qu'il faut quand même, ça peut être compliqué aussi de le faire jouer s'il est dans un état de fatigue et que le joueur derrière se blesse pour une longue durée. Donc voilà, ça dépend de tous ces éléments-là. Après, je pense qu'ils vont avoir à cœur
de venir faire une prestation chez nous, et s'ils sentent qu'ils ont besoin de cet appui-là, de ce soutien-là, ça va dépendre quand ils arrivent. S'ils arrivent en début de semaine, s'ils arrivent vendredi, ça sera compliqué, effectivement, je pense, de pouvoir les aligner sur la rencontre. Faisons le point sur l'effectif, puisqu'il y a eu des blessés quand même du côté de Villeneuve, lors du match à Villeneuve. Oui. Il y a Clément Herrero et Georgie Gambaro, notamment, qui avaient été touchés. Est-ce que vous avez des nouvelles? Bon, on s'est pas revu depuis. Clément Herrero a été touché. Effectivement, il sent une gêne À une cuisse. à une cuisse, effectivement. Donc, je pense que ce soir, il s'entraînera pas. Il sera au soin, et à voir effectivement jeudi ou vendredi comment il se ressent lui physiquement. Si des examens ont été faits, quels seront effectivement le temps d'indisponibilité qui lui sera affecté. Après, Georgie, ça risque effectivement d'être un peu plus grave, je pense. compliqué. Il y a une entorse. C'est dessus le pied, je crois. Hein. Exactement, ouais. Il avait déjà le bleu qui sortait à la fin du match, donc C'était c'est pas bon vrai signe. que voilà, c'est pas bon signe. Après voilà, des fois on récupère plus vite, mais je pense que lui aussi, voilà, il va être mis au repos en début de semaine, et après voilà, on a un staff médical qui se réunit, et suivant effectivement les résultats des différents examens qui seront passés et le ressenti du joueur, une décision sera prise en fin de semaine lors de la composition. Certains des joueurs qui n'ont pas encore évolué là, pourraient postuler pour ce match-là. Au niveau de la préparation, est-ce qu'ils sont tous... Enfin, Sur la préparation, je pense que tous les joueurs... je pense à votre cousin. Enfin, Ouais, mon cousin, ça va être encore juste. Je C'est pense encore que juste, non, ouais. ce sera encore juste. Je pense que lui, il va falloir encore quelques semaines pour qu'il puisse reprendre la compétition. Après, il faudra voir. Sofiane, Mitnier. ça va dépendre lui de la suspension. Je crois qu'on est juste. C'était octobre, je crois, oui. Ouais, Ouais, je ouais. crois qu'on est juste, donc je sais pas effectivement, ça va dépendre lui aussi effectivement de sa condition physique, puisqu'effectivement il n'a pas joué depuis quelques années. Donc après il y a Yannis Etat qui s'était blessé effectivement au premier match, qui Oui. lui a repris l'entraînement sur la partie physique, donc il faudra voir lui au niveau ressenti, au niveau de son épaule. Mais après je pense qu'on a au niveau il y a Damel Diakate aussi, mais je pense qu'il sera juste effectivement pour reprendre lui au niveau de son épaule aussi. Je pense que ça sera effectivement plus, puisqu'après ce match-là, on ne joue pas puisque l'équipe de France joue contre la Jamaïque. Donc je pense que tous ces joueurs patienteront effectivement après la semaine de récupération. Après la coupure, là, ouais. Exactement. Justement, pour en venir à ce match contre la Jamaïque, bon, il faut que tout le monde y aille, bien sûr, parce que l'important, c'est de remplir les tribunes. Mais ce match sera télévisé également par FR3. Bon, il y a longtemps que ça ne nous était pas arrivé. Bien sûr. Je crois que c'est une bonne nouvelle. Et une bonne nouvelle qui serait même assortie d'une autre bonne nouvelle, puisqu'apparemment, il y aurait un contrat qui pourrait diffuser le Super 13, enfin un peu plus de Super League aussi, le Toulouse Olympique aussi. Maintenant, il y a des Dragons, puisqu'ils sont tous les deux. Hein. On peut quand même que se réjouir de cette annonce, même si pour l'instant, ce qui est une annonce, qu'on sait que ça n'engage que ceux qui les croient, mais bon. On sait toujours que... Ça pourrait peut-être donner un coup de toute façon, on une le mise sait, en lumière peut-être qui manque à la discipline. Parce que, pour la fédération... Comme disait Fabien, c'est vrai que sur le terrain, on voit d'excellentes choses. Oui. On se régale, bon, mais si on le regarde entre nous, et si on aura du mal à faire venir des gens. Ouais, il faut faire connaître ou reconnaître notre discipline, et ça passe par la diffusion, par les réseaux sociaux, par la diffusion de nos matchs, pour pouvoir donner envie aux jeunes déjà de pouvoir commencer dans les écoles de rugby. Et c'est vrai que si on est diffusé aujourd'hui, souvent avec les retransmissions, je vois sur certains jeunes qui voient ça à la télé, et pour eux, effectivement, ça leur donne envie de passer le cap, de pouvoir essayer. Et s'ils voient pas ces disciplines-là, le jeune ne peut pas effectivement avoir envie. Et on sait que forcément, le nombre de licenciés des fois diminue, donc on va avoir besoin de cette médiatisation. Et pareil pour les sponsors aussi, parce que effectivement, donc il y a pour le sponsor, quand il sponsorise, pouvoir être vu, et s'il est diffusé effectivement à la télé sur des chaînes gratuites, ça peut effectivement donner un attrait plus important, et pouvoir apporter effectivement une manne financière au club pour pouvoir se structurer derrière. La visibilité de toute manière. C'est exactement ça. Donc, Mika, Toulouse jouera peut-être en Super League la saison prochaine, puisqu'il faut encore patienter, je crois, 3 ou 4 jours avant de savoir à quelle sauce ils vont être mangés. C'est, je crois, jeudi 16. C'est ça, oui, c'est bien ça. Bon, sportivement, ils ont fait une très belle saison. Bon, ils ont fait une belle finale, même s'ils n'ont pas pu marquer d'essai, ils ont été très valeureux en défense.
Et ils ont montré que finalement, ils avaient les aptitudes pour opérer à ce niveau, pour tout autant que les autres conditions seront remplies. Justement, qu'est-ce que vous en pensez, vous, que le sportif finalement n'intervienne que pour un quart dans la notation, quoi. Après, c'est toujours bien, on va dire, voilà, pour un club français, un second club français, Tout à fait, tout à fait. de voir qu'ils arrivent à accrocher chaque fois le haut du tableau, puisque depuis qu'ils sont dans cette compétition en Championship, ils sont tout le temps dans le dernier carré. Moi, je vois que il faudrait qu'ils soient acceptés dans cette compétition de Super League afin de pouvoir permettre à des joueurs français de continuer à évoluer, d'intégrer ces effectifs et ça ferait toujours pour notre sport, comme en parlait Alexis précédemment, au niveau de la médiatisation qui est très important et qui donne du souffle à notre sport. Je pense que les gens qui aiment ce sport sont des gens passionnés et hormis la passion, il y a tout le reste qui vient derrière, que ce soit économique et tout ça. Toulouse mérite sa place, ils sont allés chercher ce qu'ils méritaient. Une ville comme Toulouse, on sait que économiquement est porteuse. Ouais. Donc dans ce monde professionnel, elle a tout à fait sa place. Ensuite, ça sera les instances de la RFL qui en décideront. Je ne sais pas, avec la formule des Australiens qui viennent également dans la compétition pour investir et pour faire évoluer le sport en Europe. On verra les décisions qui seront prises. Voilà, mais j'espère que voilà, leur place leur sera attribuée parce qu'ils le méritent. Et qu'ensuite, ils arrivent surtout à se structurer en tant que club de Super League, parce que je pense que l'intérêt de rester en Championship, si c'est pour rester en Championship, à quoi bon? Oui, c'est sûr. Je me pose la question, mais voilà, j'espère que le Théo sera l'année prochaine en Super League. Et on va croiser les doigts, on va attendre quelques jours avant d'avoir, espérons-le, la bonne nouvelle. Et bien voilà, ici se termine votre passage, donc, puisque l'émission n'est pas terminée. Nous allons maintenant accueillir Rémi et le président Ludovic Béraille, qui vont nous parler d'une action solidaire qu'ils ont engagée auprès des viticulteurs des Corbières sinistrés suite au terrible incendie du mois d'août. Et ensuite, ils vont aussi évoquer Octobre Rose à travers une autre action à laquelle a participé le club. Merci messieurs. Merci de beaucoup. votre participation. On vous souhaite une bonne fin de soirée. Retournez à vos travaux respectifs. Et bon match à vous deux pour le week-end prochain. Et vous, Fabien, à très vite de vous retrouver. Merci. Merci. À très bientôt. Dans un vestiaire gagnant. Bonsoir. Bonsoir. Au revoir. Voilà, donc nous recevons maintenant sur ce plateau Rémi Bertrand ainsi que Ludovic Béraille, le président de Carcassonne 13. Bonjour. Voilà, qui vont nous informer donc d'une action de solidarité envers les viticulteurs des Corbières qui ont été sinistrés suite au terrible incendie du mois d'août dernier, et ensuite qui nous évoqueront une petite participation de ces 13 à l'opération Octobre Rose. Bonsoir messieurs, merci d'être présents dans ces lieux. Donc Rémi, je vais vous laisser la parole, pour nous situer cette action qui va avoir lieu en faveur des sinistrés, des viticulteurs sinistrés des Corbières. Ben, je crois qu'un derby, c'est une vitrine, et notamment contre les Ignans, qui a une double connotation, appellation Corbière, et puis malheureusement par rapport à l'incendie du mois d'août, ben, les deux clubs sont concernés par l'impact de cet énorme incendie, et c'est par rapport à ça que les deux coprésidents, donc Fabien Habert et Ludovic Béraille, ont souhaité de mettre en place deux opérations sur cet événement. Bon, la première, bien sûr, on va parler des vignerons viticulteurs qui ont été sinistrés par malheureusement cette grande catastrophe. Et nous avons pu voir avec le président de la Chambre d'agriculture, Monsieur Roux, qui aurait dû intervenir lors de cette il a pu se libérer, oui. Mais bon, pour des raisons d'organisation, ça n'a pas été possible. Et il nous a aidé dans la mesure où il a identifié des personnes dans les vignobles concernés qui pourront être présentes au derby. Et ces personnes-là sont invitées. Le club, les présidents ont pris la sage décision de les inviter au repas, au match et en loge
gracieusement donc pour cet événement. Voilà. Et leurs produits, je crois, seront destinés à être servis à l'apéritif. Alors voilà ce que nous avons fait. Donc avec Monsieur Roux, il y a eu 5 coopératives et vignerons indépendants, 2 indépendants qui ont été identifiés. Vous pouvez les citer d'ailleurs. Oui, bien sûr. Donc vous avez la cave coopérative de Saint-Laurent de la Caboris. Vous avez aussi la cave coopérative de Cascastel. Ensuite, vous avez vignerons indépendants de Ribotte, là où malheureusement l'incendie a démarré. Donc, il s'agit de Madame Marie-Paul Roux, qui sera présente elle aussi au cours du repas et au cours de cet apéritif. Et ensuite, nous avons aussi la cave de Talleyrand qui est présente. Et nous avons aussi un particulier qui est à Villesec, les Corbières. Donc, il s'agit de Monsieur Adrien Goyard, qui aussi a été énormément sinistré par rapport à cette situation. Donc, tous ces gens-là seront présents. Donc, il y aura 10 personnes. Le club a pris la décision, les présidents ont pris la décision d'acheter du vin, justement, dans leur exploitation ou dans leur coopérative. Et ce vin, il sera à l'apéritif, servi à l'apéritif. Du repas de midi. Et donc ce sera l'occasion d'échanger, de parler et de mettre ces gens malheureusement dans des situations complexes, difficiles, mais c'est l'occasion aussi par cette de mettre en valeur leurs produits, tout à fait. de les aider à se relever, quoi. Voilà, en quelque sorte. Voilà, donc nous avons, puisqu'il s'agit de l'apéritif, nous avons bien sûr axé l'opération sur les vins blancs et sur les rosés. D'accord. Donc c'est vous qui êtes à la base de cette initiative avec Fabien Albert, Ludovic. Ben oui, ça faisait un petit moment. C'est vrai que vous êtes vous-même viticulteur quelque part, hein, donc c'est quelque chose qui vous a touché au moins autant qu'à nous. Hein. Et devant cette misère, c'est sûr qu'il ne fallait pas rester les bras ballants, quoi. Même si c'est une goutte d'eau dans un désert, parce que compte tenu des dégâts qui ont été enregistrés, mais bon, l'initiative est noble et méritait d'être soulignée. Exactement. C'était important pour nous comme disait Rémi tout à l'heure, de mettre en avant toutes ces personnes-là qui ont été touchées par ces violents incendies cet été. Et puis en sachant également que quand même, moi qui sors d'un enfant de la terre dans le milieu viticole également, nous avons une forte pensée à eux, premièrement à la suite de cet incendie, puis après toutes ces conditions climatiques qu'il y a aujourd'hui qui touchent sévèrement notre département et notre monde viticole ou agricole, avec toute cette problématique des climats qui est instable, hein. Donc c'est important de les soutenir parce que une année c'est le gel, l'année après c'est la grêle en pleine récolte. Puis malheureusement, à aujourd'hui, il s'ajoute tous ces incendies qui se sont déclarés ces dernières années et qui aujourd'hui impactent beaucoup nos terriens, quoi. Et il est important sur la venue de Lézignan de mettre toutes ces personnes-là en valeur et nous essaierons de les accompagner du mieux que possible et de mettre leur vin en valeur pour cette journée de derby entre Lézignan et Carcassonne. Une autre cause que vous avez souhaité mettre en valeur et en vitrine à l'occasion de ce derby, donc c'est Octobre Rose, donc qui est une manifestation pour soutenir la lutte contre le cancer, notamment le cancer du sein, et puis appeler à la prévention, enfin toutes les démarches nécessaires pour éviter pour repousser plutôt cette maladie, quoi. Oui, effectivement. Alors c'était quelque chose qui nous tenait à cœur. On essaie chaque année quand même avec le club de Carcassonne 13 de mettre en valeur Octobre Rose. Mais il est vrai que depuis la fin de saison dernière, on avait accentué avec le soutien de la ville de Carcassonne, qu'on remercie également d'être à notre soutien pour avoir travaillé avec Octobre Rose. Donc on tient à remercier également Cédric Dagalier, notre responsable communication du club, qui s'est très investi auprès du personnel soignant et qui est en train de réaliser un futur film dans les semaines ou dans les mois à venir, qui a beaucoup échangé. Nos joueurs ont été... Ils ont participé, les joueurs. Hein. Les joueurs, Frédéric Hamel également,
ont participé à des séances auprès des malades et auprès du personnel soignant. Et ben oui, on est très fiers d'accompagner toutes ces personnes-là, parce qu'aujourd'hui, personne n'est à l'abri malheureusement de n'importe quelle maladie, et il faut soutenir à fond cet Octobre Rose. Et c'est pour cela que Carcassonne 13 est aux côtés du centre hospitalier de Carcassonne et de tout le personnel soignant, qu'on remercie également pour leur travail qu'ils font dans des moments qui sont durs aussi, parce que le milieu hospitalier aussi, c'est très difficile avec du manque de personnel soignant, et c'est pas facile aujourd'hui d'accompagner des malades quand on manque de personnel. Donc voilà, donc c'était quelque chose qui nous tenait à cœur. Et puis dimanche, nous mettrons en valeur Octobre Rose également au cours de ce match. Antérieurement, Rémi, il y avait déjà eu des actions en faveur d'Octobre Rose, non? Oui, au tout niveau à du fait. club, hein. Ça, c'est quelque chose qui se perdure d'une année à l'autre, ça. Oui, mais Ce n'est pas toujours sous la même forme, mais ça... Tout à fait. Oui, il y a eu des précédents, des actions fort investies du club par rapport à Octobre Rose. Mais je pense qu'il y a en ce moment, en raison du développement des cancers, et on voit au niveau des médias, de la communication, que malheureusement cette maladie progresse. Et on sent aussi une médiatisation, une sensibilisation et une communication plus importante, grandissante. Et c'est pour ça aussi que le club se doit de contribuer, de participer. Et je pense ce que vient de dire Ludo concernant le travail qui est en cours, parce que je crois il va y avoir un film de très très belle qualité, de très bonne tenue, mais qui sera pour la fin du mois, je crois, disponible. Ce sera une belle vitrine qui va mettre et le sport et le club Carcassonne 13 en adéquation avec l'hôpital, et aussi grâce à la mairie de Carcassonne qui a contribué à construire cette opération. Eh bien, écoutez, merci messieurs, merci d'avoir mis en valeur ces deux actions qui sont humainement formidables et nécessaires par les temps qui courent, hein. Donc à vous tous, on vous dit aussi une bonne soirée, on vous souhaite. On vous donne rendez-vous prochainement, c'est-à-dire le jeudi 8 novembre à 20h, pour de nouvelles aventures en jaune et noir. Merci de votre fidélité, bonsoir. Bonsoir. Merci, bonsoir.